Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis content de vous revoir afin de vous donner, de vous lire ce que j'ai écrit. L'espoir de la Wehrmacht, de l'opération Barbarossa, avril-mai 42. C'est vraiment un espoir. Vous allez voir pourquoi. Alors je vous ai mis bien sûr un plan que vous irez regarder. Je vous en prie, regardez bien parce que c'est un plan quand même qui est assez intéressant et j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur. Vous irez voir. Donc je commence. Malgré l'échec de la gigantesque invasion en Trident, Hitler n'en est pas moins convaincu que la Wehrmacht peut gagner la guerre sur le front oriental. Voyant la saison sèche russe de 1942 approcher, la Wehrmacht reprend son souffle avant de lancer au sud-est l'offensive prévue en direction de la Volga et du Caucase, offensive qui s'achèvera par le désastre de Stalingrad. C'est en novembre 1941 que Hitler envisage pour la première fois de s'emparer des centres industriels et des ports fluviaux de la Volga. Eh oui, la Volga. Il a également l'intention de progresser au sud en direction du Caucase et de s'emparer des champs de pétrole de Maïkop, de Grozny, de Batoum, de Bakou. Mais il n'ira pas jusque-là. Ce groupe d'armées A reviendra très vite parce que la défaite de Stalingrad pourra empêcher une éventuelle retraite, donc un encerclement de ce groupe d'armées A. Donc non seulement le groupe d'armée B aurait été détruit, mais le groupe d'armée A aurait été encerclé. Ce qui aurait été terrible. Le 13 novembre 1941, à la conférence d'Orsha, vous verrez Orsha, petite ville au sud de Vyazma et au sud-ouest de Orsha. Vous verrez. Le général Halder, le chef d'état-major général, qui déplaisait beaucoup au Führer, qui l'a éliminé un peu plus tard, en 1943, parce qu'il en avait ras-le-bol. Il était très, très discipliné, très prussien, voilà, quelqu'un de très rigoureux, chef d'état-major général d'armée, communique ses plans au commandant des armées dépendant du groupe d'armée sud. À présent, les généraux laissent agir le Führer. Il lui tarde de frapper des centres idéologiques, économiques et militaires de son ennemi politique, qui est avant tout Leningrad, en tant que foyer du bolchevisme, et ensuite les régions de la Russie méridionale et du Caucase, en raison de leur richesse agricole, minière, métallurgique, mais surtout pétrolifère. Mais un conflit existe entre Hitler, chef suprême de l'armée, qui veut conquérir le Sud, et l'OKW, le haut commandement allemand, qui désire conquérir Moscou. Eh oui, Halder et tout le haut commandement allemand veut conquérir Moscou, mais Hitler veut le Sud. Il veut le Caucase, le pétrole du Caucase. Ce conflit ne trouve en fait de solution qu'après une grave crise interne au moment même où la campagne bat son plein. On peut réellement dire que ce désaccord pèse sur l'ensemble des opérations militaires contre la Russie en 1941. Au cours de la bataille de Moscou, en décembre 1941, on se rend parfaitement compte que ni la résistance de l'ennemi, ni sa détermination à poursuivre la lutte n'ont été ébranlés. Donc ils sont prêts à aller jusqu'au bout, les soviétiques. Pour la première fois, depuis le début des hostilités, l'avance victorieuse. Pour la première fois depuis le début des hostilités, l'avance victorieuse des armées allemandes est arrêtée. De juin à décembre 1941, les pertes allemandes atteignent 765 000 hommes, soit approximativement 24% des effectifs initiaux, à savoir 3 200 000 hommes. Il est donc hors de question de reprendre l'attaque sur l'ensemble du front. Quelqu'un suggère alors d'user l'ennemi, dont on ignore les réserves tant en hommes qu'en matériel, dans une succession
d'opérations défensives. Mais, compte tenu du tempérament de Hitler et du fait qu'il estime indispensable d'éliminer la Russie, avant de pouvoir faire plier à genoux les genoux de la Grande-Bretagne, on ne peut s'étonner qu'il décide, en sa qualité de commandant suprême de la Wehrmacht, de reprendre l'offensive en cet endroit du front où l'ennemi en souffre le plus, alors que l'économie du Reich verrait s'ouvrir là de nouvelles sources de matières premières. On polarise donc tout l'effort de la Wehrmacht sur le Donetsk et le Donbass, le grand centre ferroviaire de Stalingrad sur la Volga, ces importantes usines de construction de chars et de camions à Stalingrad, vous verrez, et des gisements pétrolifères du Caucase. S'il doit y avoir une autre offensive, conseille le général Halder, elle doit être dirigée contre Moscou. Mais, malheureusement, son avis n'a plus aucun poids pour Hitler. Hitler détestait Halder. Et il détestait sa façon prussienne de parler, d'exposer ses hypothèses et ses thèses. Si l'on envisage une poussée générale en direction de la Volga, on trouvera également les perspectives de prendre Saratov, important embranchement ferroviaire qui, comme Moscou, doit permettre aux Russes d'aiguiller facilement leur transport de troupes. La gare de triage de Saratov est un départ des communications ferroviaires en direction de la région industrielle transouralienne de l'Inde Oural. C'est par Saratov également que les livraisons arrivent d'Arkhangels, d'Iran et de Sibérie. Ah oui, Saratov, c'est un centre ferroviaire excessivement important, je l'ai noté ici. Mais, pour Hitler, c'est la conquête du Caucase et de ces gisements pétrolifères qui constituent l'objectif général. Du fait qu'elle doit considérablement améliorer la situation critique de l'Allemagne en matière de carburant. Ouais, ils n'ont pas de carburant. La directive numéro 41 du Führer concernant la campagne d'été 42 prend effet le 3 avril 42. Au moment où la RAF, c'est-à-dire l'aviation anglaise, se prépare à lancer ses premières attaques aériennes importantes sur des objectifs en territoire allemand. Cette directive prévoit la prise de Leningrad et la liaison terrestre des armées finlandaises et allemandes. Mais cette opération, baptisée Lumière du Nord, ne présente qu'un intérêt secondaire. Pour Hitler, l'objectif principal se trouve au sud. Il s'agit d'avancer vers le Caucase. L'offensive doit se dérouler en 4 étapes. Premièrement, la 2e armée et la 4e armée blindée doivent percer en direction de Voronezh, sur le Don. Vous verrez, Voronezh. Je l'ai écrit ici sur le Don. Voronezh. Sur le Don. La 6e armée doit déboucher de la région à l'ouest de Kharkiv, et détruire les forces ennemies à l'ouest du Don, en liaison avec la 4e armée blindée qui doit faire mouvement vers le sud le long du Don pour encercler l'ennemi soviétique. 2. Cela fait, la 4e armée blindée et la 6e armée, sous le commandement du groupe d'armée B, doivent coopérer avec le groupe d'armée A, 1re armée blindée et 17e armée, pour investir Stalingrad. 3. Le groupe d'armée B doit descendre ensuite le cours du Don en direction du sud-est, tandis que le groupe d'armée A doit avancer vers l'est à partir de la région de Taganrog, Artamovsk, à travers le cours du Donetsk inférieur au nord-est. La 4e phase doit être la marche vers le sud en direction du Caucase. Le Caucase et le pétrole. L'agent d'exécution principal de toute l'offensive doit être le groupe d'armée sud. Et la première phase de l'opération doit se découler sous son nom de code Blau, c'est-à-dire bleu. En janvier 42, le Feldmarschall von Richnow, celui qui a remplacé von Rundstedt, a son attaque cérébrale bien sûr, à son congé de Poltava, et doit rentrer à Leipzig, où il meurt d'une mort prématurée pour un chef aussi habile qu'énergique. Le Feldmarschall von Bock, qui a commandé le groupe d'armée centre jusqu'à l'attaque de Moscou, le remplace.
Il ne faut pas perdre de vue que, selon les plans initiaux, l'offensive doit s'effectuer en 2 étapes. Les objectifs à atteindre dépassent les forces d'un seul groupe d'armées et nécessitent au minimum de solides réserves qui, en fait, ne sont jamais disponibles. Mais il faut d'abord liquider la situation sur la presqu'île de Kerch, fameuse Kerch où Poutine a fait construire le fameux pont de Kerch, là, de 18 km de long, et en Crimée. Donc la situation sur la presqu'île de Kerch en Crimée, il faut d'abord la liquider, où l'ennemi continue à résister malgré la campagne d'hiver 41. Il faut également éliminer l'importante pénétration ennemie au voisinage de Kharkiv, qui dure depuis la campagne d'hiver. Et toutes ces opérations doivent être menées à bien avant l'offensive d'été. La mission de nettoyer la presqu'île de Kerch et d'enlever la quasi imprenable forteresse de Sébastopol incombe à la 11e armée du général von Manstein. 11e armée du général von Manstein qui deviendra très vite maréchal après la chute de Sébastopol. Voilà. Il faut également éliminer l'importante pénétration ennemie au voisinage de Kharkiv qui dure depuis la campagne d'hiver. Et toutes ces opérations doivent être menées à bien avant l'offensive d'été. La mission de nettoyer la presqu'île de Kerch et d'enlever la quasi imprenable forteresse de Sébastopol incombe à la 11e armée du général von Manstein. L'opération se déroule dans le courant de juin et juillet 42 et se termine par la prise de Sébastopol, ce qui vaut à Manstein le bâton de maréchal. Au milieu de mai 42, le maréchal soviétique Timoshenko, commandant en chef du front sud-ouest, est, selon les estimations allemandes, à la tête de 20 divisions d'infanterie, de nombreuses brigades de cavalerie et de 15 brigades blindées. C'est ces forces s'enfoncent comme un coin au beau milieu du préparatif de l'offensive, vous verrez là, au beau milieu des préparatifs de l'offensive allemande. Parce que lorsqu'il y a eu la contre-offensive soviétique, il y avait une offensive allemande qui se préparait. Ça, les soviétiques ne le savaient pas. C'est ce qui va faire en sorte que les soviétiques vont être battus. Donc ces forces s'enfoncent comme un coin au beau milieu des préparatifs de l'offensive allemande et réussissent momentanément une pénétration profonde dans la région de Kharkiv. Mais Timoshenko doit s'arrêter en raison des violentes contre-attaques dirigées sur ses flancs par la première armée blindée du maréchal von Kleist, la 6e armée du général Paulus, chef d'état-major, et du général Arthur Schmidt, ainsi que par des unités roumaines, hongroises, italiennes et slovaques, avec le soutien de la 4e flotte aérienne. Selon l'OKW, 20 divisions d'infanterie, 2 divisions de cavalerie, 14 brigades blindées soviétiques sont détruites au cours de cette contre-offensive qui voit également la capture de 240 000 prisonniers. La bataille de printemps de Kharkov est d'une grande importance pour la tactique du général Paulus, qui, en janvier 42, a repris le commandement de la 6e armée. En désaccord avec les chefs d'état-major de l'armée et du groupe d'armée, les généraux Schmidt, Sodenstern, Paulus, ainsi que le Feldmarschall von Buch, commandant en chef, veulent que l'on arrête la pénétration russe par des contre-offensives immédiates. Mais l'OKW, ainsi que les états-majors de la 6e armée et du groupe d'armée, ne partagent pas cette opinion. Le général Halder considère toujours, à juste titre, la bataille du printemps de Kharkov comme son plus grand succès. C'est vrai. Il conduisit l'affaire à son idée, laissant l'offensive ennemie atteindre Kharkov, puis contre-attaquer sur les flancs étirés des soviétiques. Le général Paulus tient Kharkov pour un exemple du fait que, dans son moment critique, l'OKW se trouve quelquefois en meilleure position que de simples commandants d'armée pour juger de la situation générale. C'est vrai que l'OKW, le haut commandement allemand, est beaucoup plus informé que des commandants de groupes d'armées. Bon, voilà, ça c'est normal. Mais, comme si le destin voulait donner un avertissement, une catastrophe se produisit sitôt après la bataille de Kharkiv.
Le 19 juin 42, l'avion de l'officier d'opération de la 23e division de Panzer du 40e corps blindé du général Stumme fut abattu entre les lignes allemandes et soviétiques. Il portait malheureusement un ou deux ordres secrets concernant le déroulement de l'offensive, et ceux-ci tombèrent aux mains des Russes. Furieux de ce contretemps, Hitler révoque le général Stumme et le fit traduire en cour martiale. Puis, il fait renforcer des mesures de sécurité. Il fait dire, une fois de plus, qu'un officier n'a pas à en savoir plus que ce qui lui est nécessaire pour exécuter sa mission particulière, et que quiconque violerait ce principe s'exposerait à de très graves sanctions. Après les batailles de Moscou, Leningrad et Kharkiv, l'OKW établit ses plans pour écraser l'Union soviétique. Le nouveau plan est différent de celui de l'opération Barbarossa. C'est vrai qu'il va changer. Qui consistait à une contre-attaque frontale en trident. À présent, la Wehrmacht se reconcentre sur le sud. 2 armées blindées et la 6e armée renforcée sous le commandement du général Paulus doivent percer jusqu'à la Volga et s'emparer des gisements de Géorgie jusqu'au Caucase et plus tard assurer un mouvement de flanc sur la Volga pour prendre Moscou à revers. Mais il faut d'abord faire tomber Voronezh sur le Don et Stalingrad sur la Volga, mais d'ailleurs, ainsi d'ailleurs que des champs pétrolifères. Cette nouvelle offensive doit coïncider avec la marche triomphale de Rommel en Afrique. Oui, mais il sera arrêté à la frontière égyptienne. Ainsi, durant l'été 1942, les stratèges de l'Axe commencent à envisager de vastes progressions pour conquérir les autres régions pétrolifères du Moyen-Orient. Les fameuses régions du Moyen-Orient. Le Koweït, Bahreïn, etc., l'Arabie Saoudite. Ils avaient des idées complètement folles. Voilà, cette troisième conférence est terminée et à plus tard. Merci de m'avoir écouté.